Bonjour. L'imatinib est un inhibiteur de signaux cellulaires. C'est un inhibiteur d'une tyrosine kinase très spécifique, la protéine BCR-Abelson, anomalie moléculaire caractéristique du chromosome de Philadelphie de la leucémie myéloïde chronique. Il se présente sous forme de comprimés dosés à 100 et 400 mg. Il possède de nombreuses indications, notamment en hématologie. L'imatinib est indiqué dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique avec chromosome de Philadelphie chez l'enfant et l'adulte nouvellement diagnostiqués en phase chronique, en phase accélérée ou en phase blastique. Il est aussi indiqué dans les leucémies aiguës lymphoblastiques chez l'adulte nouvellement diagnostiqué en association avec une chimiothérapie. Il est indiqué dans d'autres syndromes comme les syndromes myélodysplasiques, des leucémies chroniques à eosinophiles. En oncologie, l'imatinib est indiqué dans les tumeurs stromales, gastro-intestinales ou encore appelées gystes qui surexpriment C-KIT et dans la dermatofibrose protubérance ou maladie de Darrier-Ferrand, là encore non résécable ou métastatique. L'imatinib s'administre en 1 à 2 prises par jour en traitement continu. La posologie dépend de l'indication, mais elle est en général de 100 à 600 mg par jour en une prise ou 800 mg par jour répartis en 2 prises. Les comprimés sont à prendre au cours des repas pour limiter l'irritation gastrique. Ils sont dispersibles si besoin dans 50 à 200 ml d'eau ou de jus de pomme. Le traitement doit être poursuivi tant qu'il est bien toléré et que le patient est répondeur. En cas d'oubli d'une dose, la prendre dès que possible, 6 heures en cas de prise double et 12 heures en cas de prise unique. En cas de vomissement, ne pas prendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante. La prescription de l'imatinib est une prescription initiale hospitalière d'une durée de 6 mois. Le renouvellement ainsi que cette prescription initiale sont réservés aux spécialistes en hématologie, en oncologie, en médecine interne ou en gastro-entérologie et à tous les médecins compétents en cancérologie. L'imatinib est souvent bien toléré. Certaines toxicités sont néanmoins à connaître pour mieux les prendre en charge. Les troubles digestifs sont fréquents, il vaut mieux prendre l'imatinib avec les repas pour diminuer les toxicités et éviter la prise au coucher. Un recours aux antiacides, aux inhibiteurs de pompe à proto et aux anti-H2 est possible sans interaction médicamenteuse. Ont été observés aussi des nausées, des vomissements, des diarrhées, des épigastralgies peu sévères. Vous pouvez conseiller à vos patients de fragmenter les repas en plusieurs prises, de faire des repas légers, de privilégier des aliments liquides et froids et d'éviter les aliments gras et épicés. La prescription d'antiémétiques est possible. Du point de vue de l'hématotoxicité, une leucopénie et une anémie sont observées, ainsi que des thrombopénies qui sont fréquentes, mais pas forcément très sévères. Une surveillance de la numération formule sanguine doit être régulière. Un arrêt de traitement sera décidé en cas de neutropénie et ou de thrombopénie sévère. Une reprise à une dose normale ou réduite sera fonction de la récidive ou non de la toxicité. Les troubles neurologiques sont rares, sont observés, céphalées, syndrome confusionnel et quelques paresthésies. Du point de vue musculo-squelettique, les troubles sont très fréquents. On observe crampes musculaires, arthralgie et douleurs osseuses. Plus fréquents et plus importants sont observés des œdèmes de la face, des orbites, des lèvres et des membres inférieurs. Des œdèmes plus sévères sont observés ascites, OAP, œdèmes cérébraux. Ils sont fréquents. Il est donc conseillé de surveiller la prise de poids de vos patients régulièrement et l'apparition de ces œdèmes. Une hospitalisation est parfois même nécessaire. Il en est de même de la surveillance de la tension artérielle.
Des troubles cutanés sont fréquents à type de rage, urticaire, exanthème, photosensibilisation et même dépigmentation. Il est recommandé d'utiliser un savon doux et un agent hydratant et d'éviter évidemment l'exposition au soleil ou d'utiliser un écran total. Il est possible d'avoir une prescription associée d'antihistaminiques ou de corticoïdes. Du point de vue cardiovasculaire, ont été notées des insuffisances cardiaques, des arythmies, des hypertensions artérielles, avec une nécessaire surveillance clinique et la prise de la tension artérielle de façon hebdomadaire, puis mensuellement au-delà du premier mois. Une adaptation de la posologie de l'imatinib est recommandée dans ce cas, soit un arrêt de traitement, soit une modification de la dose. Des troubles pulmonaires imposent l'arrêt du traitement, comme des pneumopathies interstitielles ou des fibroses pulmonaires. Au plan hépatique, sont observées des cholestases, des hépatites parfois sévères et il est donc nécessaire de surveiller le bilan hépatique régulièrement avec un arrêt de traitement en cas de bilirubine supérieure à 3 fois la normale ou des transaminases supérieures à 5 fois la normale. La reprise du traitement se fera à une dose inférieure. En cas d'insuffisance hépatique, la posologie devra être réduite en fonction de l'altération hépatique. En revanche, en cas d'insuffisance rénale et de patients âgés, il n'est pas recommandé d'adaptation de la posologie. Au plan biologique, la surveillance est indispensable au niveau de la NFS de façon régulière, des plaquettes et du bilan hépatique. Enfin, une méthode de contraception est indispensable pour les femmes et les hommes traités en âge de procréer et ou bien sûr leur partenaire pendant tout le traitement. L'allaitement est formellement contre-indiqué. Les interactions sont importantes avec l'imatinib, avec tous les médicaments, puisque l'imatinib est métabolisé par le cytochrome P450. Donc, il y aura interaction avec les inducteurs et les inhibiteurs de ce cytochrome. Il est indispensable de les identifier avec vos logiciels d'interaction. Des dosages plasmatiques sont parfois réalisés pour adapter les posologies. Avec les inhibiteurs puissants du cytochrome 3A4, on observe des augmentations des concentrations plasmatiques de l'imatinib pouvant majorer les effets indésirables. Une diminution de sa posologie ou une interruption temporaire sera parfois nécessaire. Il faut citer par exemple certains antihypertenseurs, certains antiarythmiques comme l'amiodarone, le diltiazem ou le verapamil, les antifongiques azolés, les macrolides comme la clarithromycine ou la télitromycine, mais aussi tous les antirétroviraux, inhibiteurs de protéases, dont il faudra particulièrement mesurer les interactions. L'association est alors déconseillée. Avec les inducteurs puissants du cytochrome 3A4, on observe une diminution des concentrations plasmatiques de l'imatinib qui peuvent amener à un risque d'échec thérapeutique avec évidemment une ordonnance qui présentera une augmentation de la posologie. À noter donc dans ces médicaments les antiépileptiques comme la carbamazépine ou la phénitoïne, des antibiotiques comme la rifampicine ou la rifabutine, pour lequel l'association est totalement déconseillée. Une attention particulière doit être portée avec tous les médicaments à marge thérapeutique étroite, comme les médicaments métabolisés par les cytochromes 3A4, 5, 2C8, 2C9 et 2D6, comme les AVK, les immunosuppresseurs. Une surveillance régulière de l'INR est indispensable avec un bilan thyroïdien qui peut nécessiter des posologies adaptées de lévothyroxine et une surveillance des signes de surdosage et de toxicité de ce traitement. Tous les médicaments métabolisés aussi par l'UGT
1 à 1 sont impactés, avec notamment le paracétamol. Il est important de conseiller à vos patients d'éviter de prendre de fortes doses de paracétamol en même temps que leur traitement par imatinib. L'interaction avec la phytothérapie existe. Il est préférable d'éviter de consommer tous ces aliments pendant la durée du traitement. Donc par exemple, le jus de pamplemousse, le jus d'orange amère, le ginseng, le ginkgo biloba, le millepertuis, le kawa ou l'ail.